À Jarny, il y a un lieu-dit qui s'appelle Moncel. Ce château est remarquable, pas très en hauteur, mais il est magnifique parce qu'il a un style voulu par les propriétaires de la fin du 19e siècle, donc assez récent, un style qui rappelle un petit peu ce qui se passe au niveau de la place Stanislas à Nancy, avec des petites sculptures en toiture, et également des fenêtres remarquables, un parc remarquable et des grilles remarquables. Les gens qui viennent voir le château sont séduits par cette construction. Alors c'est un lieu qui se trouve un petit peu à l'écart de Jarny, nous dirons entre la ferme du Bruyot et Droit-au-Mont. Un lieu grand, 400 hectares, qui ont été progressivement agrandis par les différents propriétaires. D'où vient le nom de Moncel? Donc le mot Moncel veut dire monticule. Petite hauteur, pas très haut, 226 mètres de hauteur. Et puis s'ils sont succédés différents propriétaires, sachant bien que c'était une construction moyenâgeuse. Au départ, c'était un château fort avec pont-levis. Tout ceci n'existe plus et les différents propriétaires ont fait des choses plutôt intéressantes, surtout les plus récents, 18e, 19e siècle. Notons au passage qu'en 1666, un des propriétaires est M. de Ficquelmont. Dans le Jarnisy, il y a la ferme de Ficquelmont. Et puis il y a eu des comtes, le comte de Gournay, qui a possédé Moncel. Et puis un personnage très important, en 1832, M. Émile Bouchotte. Sachons bien qu'à cette période-là, nous sommes en Moselle. Et M. Bouchotte, pendant un moment, a été maire de la ville de Metz. Donc il a tenu un rôle important. C'était un monsieur qui était savant, obligé de faire bien tout ce qui était agricole, et il a inventé beaucoup de choses dans le domaine agricole, des machines nouvelles à cette époque-là. Et donc, il a beaucoup donné, et il a donné ensuite, il a vendu cette propriété à la famille de Redon, à la fin du 19e siècle. Monsieur de Redon, propriétaire du château, c'était une famille essentiellement aristocratique et des militaires. Monsieur de Redon a beaucoup séjourné au château, mais surtout son épouse. Son épouse, qui était une dame généreuse, avec une culture chrétienne forte, elle a aménagé le château comme il est actuellement, de la forme qu'il est actuellement, et elle a voulu y construire une chapelle. Et quelque part, on voit des marques de sa présence à travers le blason qu'on distingue un petit peu partout. Sur le plan de l'histoire, Moncel fait partie donc de Jarny. En 1870, la France est vaincue. Donc, Jarny est en Moselle. La France est vaincue, et puis M. Bouchotte et M. de Redon, surtout M. de Redon, aménagent autant qu'ils le peuvent plutôt bien. Du reste, en souvenir de M. Bouchotte, il y a une rue maintenant qui porte son nom, la rue qui va depuis Droit-au-Mont jusqu'au château qui s'appelle Émile Bouchotte. Il a beaucoup fait d'extensions, notamment il aimait les oiseaux, les pigeons. Donc il a installé un pigeonnier qui se trouve aujourd'hui dans l'extension du château et c'est devenu un lieu où les centres aérés et les enfants peuvent prendre leur repas. Alors le château a été fortement aménagé par Madame de Redon, très fortement, très puissamment. Et il y avait donc des emblèmes de la famille de Redon un peu partout. Il faut savoir qu'à cette époque-là aussi, c'était très original comme équipement. Les cuisines étaient au sous-sol. Ce qui veut donc dire que quand les plats étaient préparés, eh bien pour les monter en haut, il y avait un petit mont de charge qui menait jusqu'à aujourd'hui, ce qui est le lieu qui sert de lavabo, où les enfants peuvent se laver les mains. Présence et de Redon, partout. On voit les armoiries partout. Sur le fronton de la façade, la famille de Redon a ses petits écussons, son blason, toujours. On distingue également ce blason dans la salle principale, magnifique, un petit peu doré, et donc toujours 2 tours. C'était l'emblème des de Redon. Madame de Redon a également ses armoiries au cimetière. Elle a fait installer une petite chapelle, et on distingue que c'est elle. Elle a fait aussi don d'une partie
qui a servi à agrandir l'église. Et là encore, à l'église, tout près des fonts baptismaux, il y a l'emblème de la famille de Redon. Elle a donc, femme très pieuse, elle a fait construire une chapelle à l'intérieur. Chapelle qui a été consacrée par Monseigneur Turinaz à la fin du 19e siècle, 1892. Il y avait donc des moments où on pouvait célébrer très petites chapelles et ça servait à faire des cérémonies de célébration plutôt intimes et familiales. Madame de Redon avait souhaité que cette chapelle soit jolie et elle s'est inspirée beaucoup de la Sainte-Chapelle à Paris, construite par Saint-Louis, où on voit de magnifiques arcades, de magnifiques ogives. Elle s'est inspirée de ça. Et quand on regarde la chapelle, on est impressionné de voir cette belle construction. Ce qu'il faut voir aussi, c'est la porte d'entrée. Quand on est à l'extérieur, on ne se rend pas compte, c'est une porte ordinaire. Mais quand on est à l'intérieur, c'est une porte qui est plutôt jolie et gravée. Les vitraux aussi, très beaux vitraux. Et puis de chaque côté de la porte, il y a des petits supports pour se tenir des statues. Madame de Redon, très pieuse, avait des statues, la Vierge Marie, l'Enfant Jésus, Saint Joseph. Quand ce château était devenu propriété de la ville, tout était désacralisé. Et que sont devenues ces statues? Eh bien, ces statues, elles sont maintenant à nouveau auprès de Madame de Redon, dans la chapelle du petit cimetière. Alors, le propriétaire des mines après Madame de Redon, ça a été Monsieur Leckmann. Monsieur Leckmann a eu un rôle très important. Il était aimé de son personnel, beaucoup. Il était mobilisé pour la Première Guerre mondiale. Et après la mobilisation, c'est lui qui a mené toutes les archives nécessaires de façon à ce que les morts pour la France, qui sont inscrits au monument aux morts de Jarny, soient reconnus. Et donc, c'est lui qui a œuvré pour ça, travail très important. Mais sa sœur, pendant tout le conflit, Première Guerre mondiale, eh bien, sa sœur était présente et elle a assisté à tout ce qui se passait. Et qu'a-t-elle vu? Elle a vu que le château est devenu l'état-major allemand. Ils sont venus des personnages très importants, Guillaume II, Hindenburg, et c'est grâce à elle que nous pouvons connaître l'histoire de ce qui s'est passé à Jarny en 1914-1918. Et puis, comprenons bien que la ville a pris de l'extension grâce aux mines. La période 14-18 a été douloureuse, très douloureuse. Il y avait à Jarny, au moment du conflit, 4000 habitants. Les gens ont été évacués, sont partis. Il n'y avait plus que 900 à la fin du conflit. Et ces gens-là ont souffert beaucoup. L'Allemagne a occupé, dès le début du mois d'août 14, l'ensemble de la commune. Et tout ce qui était opposé à l'Allemagne a été fusillé. Et à Jarny, il y a eu 38 personnes qui ont été fusillées. Et on se souvient de ces gens-là chaque dimanche qui suit ce drame, le dernier dimanche du mois d'août. Pour se souvenir de ce qui s'est passé, en 1914, la ville de Jarny a été distinguée. Albert Lebrun, qui est devenu président de la République après, était ami de Jarnysiens, notamment un certain monsieur Pillot, et il a fait en sorte que la ville soit reconnue. Et grâce à Albert Lebrun, la ville a obtenu la Croix de guerre. Alors, pendant toute cette période, la ville a été occupée. C'était un État allemand, une ville allemande. On parlait allemand. Les enseignants étaient des enseignants allemands. Et le collège, qui était tout neuf, eh bien, c'est devenu un lieu, un hôpital où étaient soignés des soldats allemands, surtout atteints de blessures aux yeux. Pendant toute cette période 14-18, il y a eu des constructions qui ont été faites par les Allemands, notamment des décorations. On peut descendre au sous-sol, à la cave, et distinguer des décorations remarquables faites par les soldats allemands. Sur les différentes parties de ce sous-sol, on peut voir des inscriptions écrites en latin et en allemand. Donc, des inscriptions faites par les Allemands. Dans cette entrée de la cave, il y a une chouette. C'est intéressant, elle a une histoire. Si on regarde bien cette chouette, donc ses deux yeux, quand elle entre dans la cave, son œil gauche est ouvert. Elle voit ce qui rentre, mais son œil droit est fermé, parce qu'elle ne veut pas voir ce qui s'y passe.
C'était plutôt un lieu de plaisir, cet endroit-là. Une cave, c'est fait pour y avoir des réserves de vin. Là, c'était des réserves de vin, mais qui étaient consommées sur place. C'était un lieu de plaisir. Il y avait des fois de gentilles dames qui venaient certainement pour donner un petit peu de plaisir à ces autorités allemandes de très haut niveau. Aujourd'hui, toutes ces fresques existent toujours, mais malheureusement, il y a beaucoup d'humidité. Les peintures s'en vont un petit peu et on essaie de les entretenir, mais c'est difficile. On est en lien avec les beaux-arts qui essaient de nous aider, mais c'est compliqué. Il faudrait trouver une ventilation adéquate, mais c'est difficile. Alors les mines ont pris de l'extension, beaucoup. On voit maintenant de loin les différentes constructions de la mine, les différentes tours. Qui travaillaient à la mine? Des gens qui venaient seulement de Pologne et seulement d'Italie. Et on peut distinguer les tours qui servaient à la fois d'ascenseur pour descendre le personnel ou le monter, mais également pour monter et descendre le minerai. Cette mine de Droitemont a pris de l'extension jusqu'à ce qu'elle soit fermée à la fin du XXe siècle. Voilà, alors ça a été un grand drame pour la commune. Les gens qui viennent au château de Moncel sont surpris de constater cette chapelle et ces constructions qui sont dans la cave. C'est un étonnement général et les gens apprécient. Ils sont surpris et il y a des centaines de personnes qui viennent chaque deuxième dimanche du mois de septembre au Journée du patrimoine pour voir ce monument. Et quand je dis des centaines de personnes, des gens qui viennent de loin, des gens qui viennent d'Espagne, qui viennent de Luxembourg, qui viennent de Belgique. Alors la ville, devenue ensuite propriétaire de ce château en 1980, et on a voulu voir un petit peu cette construction. Et les gens se disaient, oh là là, c'est le château, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais quand ils ont visité, les gens étaient très étonnés parce que c'était pas un château exceptionnel, c'était même presque vieux, délabré. Et beaucoup de gens ont dit, oh là là, c'est plus beau chez moi, mais c'était un château. Et dans ce château, il y a quelque chose de remarquable, c'est le parc. Quand on se promène dans le parc, on peut aller jusqu'à la Vierge Marie et la prier. C'est un lieu qui a été consacré par Monseigneur Turinaz en 1892. Et quand les gens priaient, ils disaient un certain nombre de Notre Père, un certain nombre de Je vous salue Marie. Ils pouvaient obtenir ce qu'on appelle des indulgences qui nous permettaient de gagner quelque temps dans notre futur paradis. C'est aujourd'hui quelque chose qui n'existe plus, mais ça a existé pendant très longtemps. Alors, maintenant, le château, que devons-nous en faire? Il y a eu, après que la ville en était la propriétaire, il y a eu des moments où le centre aéré s'est installé, le service de jeunesse s'y est installé, beaucoup de choses se sont faites, il y a eu des théâtres, il y a eu des concerts, mais ce château a besoin d'être entretenu. C'est une bâtisse très chère, très coûteuse, et leur rénovation est très importante. Alors la ville réfléchit. Mais c'est important, parce que c'est un château qui est beau, qui est connu et qui mérite d'être reconnu.